médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités. Vous nous suivez également sur Espace TV en direct. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté d'Angola. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir sur WhatsApp. Le ministre de la Sécurité avec nous dans ce studio, Monsieur Alpha Ibrahim Makera. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, on revient évidemment à cette actualité à la une vers le retour de la grande criminalité en Guinée, notamment à Conakry et périphétie. Alors qu'aucune lumière n'a encore été faite sur 2 cas d'assassinat survenus donc le week-end écoulé à Demoudoula et à Kakimbo, dans la commune de Ratoma, ici à Conakry. Une scène d'horreur s'est produite la nuit dernière, aux environs de 2h du matin, donc à Koya. Des individus, à en croire en tout cas des témoins lourdement armés, auraient soumis les membres d'une famille à un supplice inouï. Plusieurs d'entre eux qui auraient subi des attaques à coups de machette, grièvement blessés, ont été admis d'urgence à l'hôpital. Nous avons préféré ne pas vous montrer les images parce que c'est juste insoutenable, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des circonstances de cette attaque survenue à Koya? Vous avez écouté donc Madame So, Fatoumata Baïlo Bari, épouse donc de la victime de l'attaque de Koya, Monsieur Alpha Ibrahim Makera, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Il est avec nous dans ce studio. Quelques réactions des auditeurs, évidemment, avant de continuer sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Vous êtes très nombreux à réagir sur WhatsApp. Nous allons essayer de faire lecture de quelques messages avec les auditeurs, évidemment, qui nous écrivent. Voilà, bonjour les grandes gueules, je m'appelle Alioumo Abédé Tata depuis Anta Marché. Il y a beaucoup d'insécurité dans notre pays. Aucun Guinéen n'est à l'abri. C'est Aliou Tata depuis Anta Marché donc qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction. Bonjour les grandes gueules, c'est Ba Gondo Foulasso depuis Matoto. Vraiment notre vie est un danger, l'insécurité politique et beaucoup de cas de viol. Maintenant en Guinée, tu es riche, tu as des problèmes. Lui il s'inquiète, donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction. Que dit le ministre de la Sécurité des cartes d'identité nationale? Tout récemment, je voulais renouveler la mienne au commissariat de la tannerie. Il m'a été demandé de débourser 80 000 francs. Je suis jusque-là sans pièce d'identité. La Guinée est devenue pas une nation donc où les bandits de grand chemin règnent en maître absolu. Le ministre et une dizaine d'hommes d'armée commis à sa sécurité peut bien banaliser donc la situation. C'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message sur WhatsApp. Très nombreux évidemment ce matin. Allez, cet autre message qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules. Pour l'assassinat de Demoudoula, il est très tôt de croire ce que dit, car il y a des zones d'ombre. La position des chaussures de la fille était bien rangée. Selon sa sœur, en plus il n'y avait pas de traces de sang sur les habits de la fille. Et voici donc les pistes qui doivent être exploitées par les enquêteurs. Que l'âme de la fille repose en paix. Mes sincères condoléances, c'est Abdulhoun Bari qui nous envoie ce message. Toujours avec les auditeurs. Lui, il nous écrit du côté de l'Allemagne. Bonjour les grandes gueules, mon nom est Ousmane Mo Yaye depuis l'Allemagne. J'aimerais juste poser une question au ministre Keïra. Quand il dit que quand les malfrats sont traduits devant la justice, vos avocats vont à la barre pour les faire libérer, je veux bien comprendre que cela ne veut pas dire là que c'est la fonction d'avocat n'a plus lieu d'exister en République de Guinée. Il pose la question. Je pense que le ministre est en manque d'arguments ce matin. Dans tous les pays du monde, il y a certes des crimes, mais surtout des avocats. En plus, le plus important, c'est une justice impartiale. Voilà, c'est l'auditeur, c'est Ousmane Mo Diaye depuis l'Allemagne, évidemment, et qui nous envoie ce message. Il dit de démissionner. Voilà, il va avec le pas d'Abakar. Voilà. Les grandes gueules, allez. Bonjour, voilà, le Premier ministre doit démissionner à son poste. C'est Fodé Camara qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin des auditeurs. On a plus de 999 messages. Je ne vais pas tout lire. Voilà, c'est juste énormissime. Voilà, Titi, on va continuer le débat avec le ministre. Il y a beaucoup de questions, énormément de questions à poser à notre ministre. On va parler de la police, de la direction générale de la police, donc les restructurations qui ont été opérées depuis que le ministre est là, des BAC, de la DPJ, de la DCPAF avec la question des passeports, la question des cartes d'identité également, les manifestations politiques,
les CMIS, les commissariats. Là, le cas de la policière Marie-Jeanne qui est décédée récemment. Mais aussi, j'aimerais commencer par cette question qui est quand même une question d'actualité. Le cas de ce jeune qui a été récemment tué lors d'une intervention des forces de sécurité. Jusqu'à date, on ne sait pas quelle unité est intervenue à Kaporo. Cela fait quand même un peu plus de 2 semaines que ce drame s'est produit à Kaporo. Un jeune a été tué à l'occasion d'une descente qui a été jugée par beaucoup de témoins comme une descente musclée d'unités des forces de sécurité. Effectivement. À date, quand savez-vous? On a évoqué ce sujet dans cette émission. On avait évoqué ce sujet. Il y a même une tête qu'on a coupée du côté de la gendarmerie nationale. Quand savez-vous, monsieur le ministre, quel éclairage vous êtes à même d'apporter sur ce dossier aujourd'hui? Je crois que c'est une action de neutralisation des jeunes qui a été menée par une brigade de la gendarmerie, je ne sais pas, c'est à Kaporo ou à Kobaya. Je crois que ces jeunes étaient en train de fumer de la drogue, de prendre la drogue. Et lorsque la patrouille est arrivée, ils ont été pourchassés pour les mettre aux arrêts et les traduire devant les juridictions. Oui. Et c'est à ce temps qu'un de leurs, du groupe, s'est jeté à l'eau. Malheureusement, il ne savait pas nager. Et il est resté, il s'est noyé. Oui. C'était une brigade de la gendarmerie. Ouais, je crois. Oui, c'est ce qui m'a été rapporté. À ce niveau, il y a un petit problème parce qu'on a écouté les proches de la victime qui disaient qu'ils ont tenté de sauver le jeune, mais que les agents sur place leur ont interdit de bouger et de ne pas les porter secours. Je n'ai pas ce détail. Le flou n'est pas levé sur l'unité. C'est ça mon problème. C'est un groupe de la gendarmerie qui est intervenu sur le terrain. Vous nous et la gendarmerie relève du ministère de la Défense. D'accord. Mais lorsque il y a eu des échauffourées entre le voisinage et les gendarmes, voilà, la police, je crois, la police est venue. C'est très grave. C'est très grave ce que vous dites ce matin, monsieur le ministre. On a eu Samoura au téléphone dans cette émission. Il a dit que c'était la BAC qui est intervenue. Vous dites ce matin, non, la BAC n'intervient pas la journée, c'est pas possible. La BAC n'intervient pas. La BAC n'intervient qu'à partir de 19h. Ok. Ce n'est donc pas local. On a parlé aussi les services de local relèvent d'une autre institution. Donc, poser la question, je crois que c'est Kegoro. Est-ce que des sanctions ont été prises à l'encontre de ceux Je crois qu'au niveau de leur tutelle. Alors, il y a quand même... Je suis mal placé de vous livrer un peu les détails sur cette question. Mais je sais que la police, la CMIS a été appelée parce qu'il y avait un débordement, une question de maintien d'ordre. Et comme c'est de la compétence de la CMIS, on avait appelé la CMIS et grâce à la CMIS, ça s'est calmé. Donc, allez-y, Tamano. Monsieur le ministre, il y a j'ai une question. Allez-y. Justement, je pense que ça découle de cette même observation. Monsieur le ministre, dites-nous précisément à quel niveau de crime, à quel niveau d'ampleur d'un crime est-ce que vous prenez sur vous de commanditer, de diligenter une instruction, par exemple, pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'à vous écouter, vous n'avez pas instruit d'enquête pour savoir ce qu'il en est. Je veux donc savoir qui doit mourir ou combien de personnes doivent mourir pour que le ministre de la Sécurité se sente concerné. Non. La gendarmerie a des compétences à la matière. L'OCAD également pour la répression de la consommation de la drogue également a des compétences. Si ce sont ces deux institutions... Mais la protection civile, c'est vous. Non, écoutez, la protection civile, c'est les sapeurs-pompiers. Oui, mais qui relève du ministère de la Sécurité. Voilà. Mais maintenant, il y a le ministère de la Sécurité. Donc, si vous voulez, c'est des actions complémentaires. Les grandes gueules. Les parallèles. Toutes ces institutions-là sont affiliées à des tutelles ministérielles différentes. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que dans votre réponse, vous avez dit c'est une unité de la gendarmerie, je crois. Vous avez dit je crois plusieurs fois. Oui, parce que... Alors, à un certain moment, il faut sortir du je crois et aller comprendre sur le terrain ce qui s'est passé. Nous n'avons pas eu à gérer
au niveau du ministère de la Sécurité ce dossier. Mais l'implication supposée, l'implication supposée d'éléments de la police, relevant de la police, a été évoquée. Oui. Est-ce que ça ne vous a pas amené à vous poser des questions sur peut-être dans la brigade de l'OCAD, il y a plusieurs corps. Il y a la gendarmerie et la police. Oui. Mais la tutelle, c'est au niveau du secrétariat général chargé de... Voilà. Donc, si on parle de policiers, c'est des policiers qui sont sous la responsabilité de cette structure. Ils ne relèvent pas du ministère de la Sécurité. Mais maintenant, au point de vue fonctionnel. Je pense que ce matin, ce du ministre, c'est que 2 semaines après ce qui s'est passé du côté de Kaporo, que même si ce n'est pas vous qui êtes concerné, mais que vous nous disiez c'est quelle entité qui est arrivée là-bas. Oui, mais c'est pour vous dire que c'est le service qui a fait l'intervention qui est supposé être à mesure de vous donner tous les détails sur l'évolution du dossier. D'enquête que vous devriez mener peut-être parallèlement. Si la police. Oui. Il faudrait que la police a fait l'intervention, mais est-ce que derrière, il ne devrait pas y avoir d'enquête pour déterminer quand même? Parce que ce matin, vous ne savez pas. Vous ne savez même pas quelle unité est là-bas. Oui. Parce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de parler sur la base de ce qu'on vous a dit. Est-ce qu'il ne serait pas utile d'engager une enquête? Peut-être que c'est trop tard, mais il ne fallait pas agir dans l'urgence à l'époque pour savoir si un policier était impliqué, ou alors avoir la bonne information sur l'unité qui est intervenue. Adressez-vous à la tutelle de l'unité qui est intervenue. Jusqu'à date, on ne sait pas ce qu'elle Si, vous le savez. Vous le savez parce que vous dites que c'est l'OCAT ou c'est... Nous posons des questions. Alors, laissez-moi vous dire que maintenant, je l'ai appris comme vous, et parlant de la police, je suis à mesure de vous dire que la police n'était pas sur le terrain. Ce n'est pas ce que Samoura dit. Voilà, on va faire revenir Samoura à l'antenne avec le réalisateur de cette émission, Amadou Sow. On va essayer de diffuser l'élément tout de suite. Allez-y, Tamba. Bien sûr, en attendant. D'un crime à un autre. On l'a évoqué il y a quelques temps. C'est oui. Le cas de Demoudoula. Exactement, le cas de Demoudoula. De Kakimbo. Le cas de Kakimbo, un jeune qui termine ses études, un peu plus de la vingtaine, qui est retrouvé un jour après, mort, tué. Il a été, d'après ce que nous apprenons, il aurait été perforé à coups de couteau. Il aurait reçu également une ou plusieurs balles dans son corps. À date, précisément, qu'est-ce que vous en savez? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de ce décès? Est-ce que d'ailleurs une enquête a déjà été ouverte par vos services? Qu'en savez-vous, monsieur le ministre? Absolument. Immédiatement, dès que nous avons été informés par le commissariat du lieu, par son rapport quotidien, qu'il y a eu cet acte criminel, nous avons tout de suite mis la direction de la police scientifique en œuvre. Ils sont en train de faire le travail et nous attendrons incessamment leur conclusion là-dessus, plus le médecin légiste. Moi, je voudrais vous ramener, monsieur le ministre, sur les réformes. D'abord, ce qui nous a frappé, c'est aussi bien, c'est surtout, personnellement, les réformes au niveau de l'architecture, de la nomenclature de votre département et le choix des hommes. Il y avait, quand vous veniez à la tête du département, il y avait plus de direction générale de la police. Elle avait été supprimée. Si vous nous permettez, on va essayer d'écouter Bala Samoura parce que c'est important pour nous, monsieur le ministre, pour qu'on puisse lever les confusions. C'est très important. On va écouter Bala Samoura. C'était il y a 2 semaines sur Radio Espace. Merci. Les circonstances, ça va être difficile d'être précis là-dessus parce que je n'étais pas sur les lieux. Mais je sais quand même que quand les choses venaient de se passer, j'ai une unité de gendarmerie qui est la plus proche là-bas qui m'a alerté aussitôt. Mon collègue à tel endroit, la route est totalement barricadée par les jeunes en colère. Un des pick-up d'antidrogue qui est passé en bordure de mer là-bas, les jeunes pris de peur, un se serait lancé dans l'eau et a aussi trouvé la mort. C'est totalement barricadé. Ouais. Il trouvait la mort, mais quel est le service? Selon ce qu'il m'a rapporté, il dit que c'était un des pick-up d'antidrogue. Antidrogue, est-ce que le pick-up, on a arrêté ces gens dedans? Il dit non. La normale s'impose en norme.
Le sens n'est plus sens. La normale s'impose en l'intelligence. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Chez nous, il y a 2 semaines cela. Vous l'avez écouté, monsieur le ministre? Ouais. Qu'est-ce que votre réaction? Oui, mais il dit que c'est. On lui a dit que c'est un pick-up de l'antidrogue. Et je vous dis qu'il faut peut-être demander à la tutelle de l'antidrogue. Ils pourront vous parler de ça. Nous, on ne s'occupe pas de l'antidrogue. Moi, je ne suis pas convaincu là. J'ai bien envie de comprendre. Parce que pour la sécurité urbaine, par exemple, qui en a la responsabilité vraiment? Parce que j'ai comme l'impression que vous marchez dessus. Écoutez, quand ça arrive, on va voir la gendarmerie ou la police. Non, écoutez, quand il s'agit d'un fait, d'un acte, ce sont les auteurs des actes que nous voyons. Mais qui s'occupe de la sécurité urbaine, justement? Mais la sécurité, il y a tout le monde. Tout le monde? Il y a différents volets de la sécurité. Est-ce que vous voyez? Les grandes Donc, nous avons d'abord la protection des enfants et des femmes. C'est par l'office de l'OPROGEM. Nous avons aussi la brigade anticriminalité. Ça, c'est une unité d'élite qui sort, qui intervient entre 19h à 6h du matin. Ensuite, nous avons la DAO, la division de recherche et d'investigation, qui intervient aussi à partir de 19h jusqu'à 6h du matin. Donc, il y a plusieurs composantes. Il y a beaucoup de contre-vérités ce matin. Donc, maintenant, sur le cas-ci, voilà. On dit que, et ce qui nous a été rapporté, que c'était la gendarmerie. La gendarmerie, parce que ceux qui sont à l'OCAT sont des gendarmes. Monsieur le ministre. Il y a quelques... C'est pas ce qu'il a dit, Bala Samoura. Non, vous avez écouté, Bala Samoura. Mais l'OCAT, c'est la gendarmerie. Mais c'est ce qu'il dit justement. Non, mais Nathalie, c'est pas ce qu'il a dit, monsieur le ministre. Je ne sais pas. Mais la gendarmerie ne relève pas de la sécurité. Peut-être que je suis devenu fou ce matin, je ne comprends pas. La question de Jacques, on pourrait l'entendre de cette manière. Les grandes gueules. Est-ce que quand un citoyen, même si c'est des éléments de la BAC, c'est des éléments c'est des antidrogues, c'est d'autres éléments qui sont impliqués, est-ce que lorsqu'un citoyen tombe, lorsqu'il meurt, est-ce que cela vous interpelle, vous, en tant que ministre de la Sécurité? Absolument, et nous sommes en train de faire nos investigations. Sauf que c'est pas ce que vous dites ce matin. Non. Est-ce qu'il y a des investigations? Nous avons été informés, oui, mais est-ce que comme vous, que ça s'est passé. Mais sur le dossier et immédiatement, de Caporo, nous sommes intéressés. Oui, sur le dossier de Caporo. Mais en attendant que des sanctions, et maintenant, le ministère de le haut commandement de la gendarmerie a pris des mesures conservatoires contre monsieur Bala Samoura. Maintenant, si vous voulez avoir d'amples informations sur la gestion de ce dossier, eh bien, il n'y a pas une autre tutelle mieux placée que le haut commandement de la gendarmerie. Donc, le ministère de la Défense. Je crois. Donc c'est pas vous ça. Je crois. Je reviens. Je le dis, mais moi je le dirai pas. Je reviens sur les réformes au niveau de l'architecture, de la nomenclature de votre département. Il y a la direction générale que vous avez ramenée. D'abord, je voudrais savoir quelle en était la nécessité, parce qu'elle avait été supprimée par un de vos prédécesseurs. Je ne sais pas si c'est Kabele qui l'avait fait. Et il y a aussi la question de savoir comment ça se passe, la collaboration entre vous, donc votre cabinet, et cette direction générale. On sait que par le passé, au temps par exemple de Mohamed Garé, actuel gouverneur de Kankan, la collaboration n'était pas assez fluide entre lui et son ministre. Et au niveau de la sécurité routière, il y a Babacar Sarr, donc, qui a sauté, qui a été remplacé par un de ses anciens adjoints. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la satisfaction attendue au niveau de la sécurité routière? Il y a autant de réformes comme ça que vous avez opérées au niveau des structures, mais aussi dans le choix des hommes. Quelles en sont les justifications? Ok. Vous savez, de l'administration, il faut lutter contre la sédentarisation des cadres, promouvoir l'excellence, la polyvalence, mais aussi assurer la mobilité, ce qui nous permet d'avoir de très bons résultats. Oui. Et mettre en place un travail d'équipe.
Donc, Babacar Sarr, en tant qu'ancien directeur de la sécurité routière, n'a pas sauté. Il a été promu à de hautes fonctions. Je sais qu'il est auprès de vous. Il est aujourd'hui un conseiller, il est le conseiller chargé de la police. Et dans la nomenclature administrative, le conseiller du ministre vient avant le directeur général. Et encore plus, le directeur central de la sécurité routière, qui est sous l'autorité du directeur général. Oui. Donc, le retour du poste de directeur général de la police dépend uniquement du bon vouloir de Monsieur le Président de la République, qui est le chef de l'administration nationale, qui peut à n'importe quel moment procéder de manière discrétionnaire à la restructuration d'une administration quelconque, en vertu des prérogatives. Donc ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Voilà. En clair. Donc moi, en tant que ministre en charge de la sécurité et la protection civile, il m'est revenu de réfléchir et surtout en fonction de mes termes, de ma lettre de mission, de proposer au Monsieur le Président de la République le retour de la direction générale à l'exemple d'autres directions telles que l'OPROGEM, le Fonds social, etc., au sein du ministère pour une question d'harmonisation, de cohérence de notre structure nationale avec d'autres structures d'autres pays. Parce qu'on nous apprend par exemple que Bafoué, c'est pas votre choix. Non, on n'a pas besoin de dire que c'est moi. Il est nommé par décret du président de la République. C'est ce que je dis justement. C'est le président de la République qui l'a nommé. Vous n'avez pas la main libre, monsieur le ministre. Non. Mais si, c'est important. Les ministres proposent aux différents postes. Non, écoutez, vous proposez des gens. Oui. Le président de la République prend la décision. Donc, sur ces questions, je ne fais pas de commentaires. Vous ne faites pas de commentaires. Donc, en clair, Bafoué n'est pas du tout votre choix, monsieur le ministre. Bafoué. Comment ça se passe là La collaboration se passe très bien. Eh ben voilà. Elle se passe très bien. Il travaille à la satisfaction du service public, pas ma satisfaction du service public. Est-ce que vous êtes satisfait? Satisfait, oui, parce que nous travaillons en équipe. Et des fois, il y a quelques dysfonctionnements, non. Quelques dysfonctionnements. Oui. Ça, c'est purement structurel, c'est inhérent à toute organisation sociale. Est-ce que vous en avez besoin? Mu par... non. Est-ce que vous aviez besoin d'un directeur général de la police? Ah oui, c'est sûr. J'ai besoin d'un directeur général comme j'ai besoin d'autres directeurs. S'il y a plusieurs directions, il y a la direction de la protection civile. Il n'est pas le seul directeur général. À la police, la DCPAF, peut-être la DCPAF qui s'occupe des passeports. Il y a eu beaucoup, quelques quand même bruits, notamment sur la question de l'écrasement des passeports. Il a été rapporté à moi particulièrement, je parle pour moi. Il m'a été rapporté que plus d'une fois, il est arrivé que vous, en tant que vous, ministre de la Sécurité et le directeur général, que vous interveniez auprès du directeur de la police de l'air et des frontières, donc pour des demandes d'écrasement des passeports. Qui a la charge, qui a la responsabilité de l'écrasement des passeports? Qui est le véritable patron? Pour parler français facile. Écoutez. Comment ça se passe? Écraser un passeport, c'est la routine administrative. Mais ici en Guinée, les gens parlent n'importe comment, ils s'occupent des choses vraiment inutiles. On a envie de comprendre, monsieur le ministre. Dans tous les ministères ici, il y a écrasement. C'est quoi un écrasement? On parle des passeports biométriques. C'est lorsque vous faites... Non, écoutez, un passeport, c'est un papier. C'est un document quelconque, l'erreur humaine. Les grandes Vous pouvez faire une erreur. Au moment de la saisie. Vous avouez ce matin que vous intervenez souvent. Écoutez, non, sincèrement. Oui. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dramatiser. Oui, non, maintenant, c'est grave, monsieur le ministre. Non, je vous explique. Oui. Laissez-moi, donnez-moi les allez-y, monsieur le ministre. Pour que vous compreniez. Ce que vous dites, c'est extrêmement grave. Non. Quelle est la loi qui interdit? Oh là là. Quelle est la loi? Je pense que... Il y a quand même une procédure. Je veux répondre. Écoutez. Non. Je veux dire. Allez-y, monsieur le ministre. Lorsque vous amenez votre document d'état civil pour faire un passeport, l'agent chargé de vous enrôler prend le passeport, les dossiers, extrait de naissance, certificat de résidence, nationalité, et puis, et autres. Plus le reçu de paiement à Ecobank.
il vous reçoit, il vous pose des questions, et puis vous remplissez les formulaires. Lorsqu'il fait la saisie sur l'ordinateur, lorsqu'il se rend compte, il a son intime conviction que vous êtes guinéen, et donc que vous êtes sur la liste des ayants droit, il tape sur son computer, et puis, après la saisie, il tourne l'écran pour que vous relisez et que vous lui dites si, voilà, validé. Dès que vous validez, il imprime. N'est-ce pas? Et lorsque vous venez retirer le passeport, vous revalidez encore l'empreinte digitale. Mais qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Lorsque nos compatriotes retirent leur passeport, sur la base des informations qu'ils ont données sur leur extrait de naissance, date de naissance, nom et tout, ils partent, ils vont à l'extérieur, ils tentent par des stratagèmes pour régulariser leur situation et bénéficier des bienfaits des lois européennes et autres, et que ça coince parce que leur tuteur est Kourouma, mais son nom ne s'écrit pas de la même manière que lui, ou bien lui, il est Camara, il voudrait que ce soit Keïta maintenant sur ses papiers pour qu'on puisse voilà, l'aider, prendre fait et cause pour lui auprès des institutions étrangères. Il revient et cette fois-ci, il va refaire des papiers avec l'identité qu'il souhaite. Et quand il vient dans nos services, il vient avec l'argument suivant lequel, il y a en 2016 ou 2014, on m'a fait un passeport, mais je suis allé, j'ai postulé pour une bourse, ceci, cela, mais le papier, mon extrait de naissance qui est là-bas, c'est 1988, et ici vous avez mis 1989, alors il faudrait changer, ou bien je m'appelle Ba c'est B-A, c'est pas avec H, alors, etc. Je pense qu'on a vous avez compris? Je pense qu'on a compris. Bon, attendez. Voilà, donc les gens, ils viennent. Les grandes gueules. Ils vous envoient ça. Alors, si vous n'êtes pas vigilant, vous prenez le document. Mais la machine est, comment dire, structurée de telle sorte que dès que vous mettez, parce que l'empreinte digitale d'une personne ne change pas, quel que soit ton âge. Alors, dès qu'on met l'empreinte de la personne, ça rejette. Et l'opérateur se rend compte que déjà, le monsieur là avait un passeport et que c'est pas le nom, les informations là n'étaient pas, ne concordaient pas. La question tout simple, quelle est la procédure d'écrasement, monsieur le ministre? Maintenant, l'écrasement, qui en a autorité? L'écrasement, il y a un code qui n'est détenu que par une seule autorité. C'est le directeur de la police de l'air et des frontières. Et ça, c'est l'équipementier qui le conçoit. Qui a configuré comme ça. Le ministre l'a pas, le secrétaire général l'a pas. Il a été fait parce que l'erreur est humaine. Au moment de la saisie, quand vous payez 500 000 à Ecobank, au moment de la saisie, si l'opérateur n'est pas constant, il peut faire une erreur, mais ne dépendant pas du dossier d'état civil que vous avez déposé. Voilà, mais c'est celui qui faisait la saisie qui a fait, et le monsieur qui a validé n'est pas lettré. Donc, il se trouve qu'il ne pouvait pas dire exactement est-ce qu'il y a erreur sur le truc, il l'a validé. Mais après, quand il va chez lui, ses enfants, par exemple, et là, j'ai Adia, ses enfants disent, maman, fais voir ton truc là, ton passeport. Attention, ici, il y a L qui manque. Ou bien il a sauté S. Ou bien la date de naissance, il y a eu confusion. En tout cas, quelque chose d'anormal sur le passeport. Il retourne. Alors, quand il retourne, des passeports comme ça, nous ressortons le fond de dossier. Et si c'est vrai que c'est au moment de la saisie, on fait un dossier, on envoie chez le directeur vérifie, il est sûr qu'il n'y a pas de dol, il n'y a pas de tentative de tromperie et autres, alors il annule. Cela veut dire annuler le passeport, écraser. Il annule le passeport et
on refait un autre passeport pour le requérant. Mais maintenant, s'agissant de ceux qui sont à l'extérieur, des Guinéens qui n'ont pas les passeports, bientôt, je crois que d'ici la fin de ce mois, on va aller dans certains pays. Les moyens sont déjà réunis. Mais ce qui va advenir là-bas, beaucoup de nos compatriotes, malheureusement, sont dans cette situation-là, de vouloir changer l'identité. Il y a nos compatriotes, nos compatriotes de la Thaïlande. Tous ceux qui... nos compatriotes en dehors du territoire. Je vais insister mais sur le trafic, permet, Bakar, au-delà de ces aspects que l'on peut comprendre, des aspects d'erreur, de saisie, on peut bien comprendre cela. Mais le passeport guinéen à l'international, plusieurs fois, vous pouvez lire, même avec la presse internationale et même sur certains rapports, vous pouvez lire que le passeport guinéen est très facile d'obtention. Des gens qui sont même pas guinéens, qui se retrouvent avec le passeport guinéen. On a vu avec le cas du Nigérian qui s'est retrouvé avec le passeport guinéen. Alors, autour de la délivrance du passeport, quels mécanismes de sécurité permettent désormais d'éviter ce cas de figure? Parce que même à la demande d'asile en dehors du territoire guinéen, vous trouvez des gens qui ne sont pas guinéens, qui ont des papiers guinéens, des passeports guinéens. Alors, nous sommes en train de lutter contre beaucoup de filières qui sont là. Ils sont malais. C'est comme ça dans tous les pays. C'est même pas en Guinée. Ça se fait avec vos services. Des filières clandestines. Mais oui, il y a toujours des éléments véreux. Et il y a eu certains même qui sont en justice, qui sont traduits en justice. Vous confirmez qu'il existe des filières de confection de passeports biométriques à votre niveau, au niveau du ministère de la Sécurité? Non, il n'y a pas une Les grandes filière gueules. parallèle. Je vais vous dire une chose. Nos passeports guinéens sont les plus sécurisés de la sous-région. Pourtant... Non, ça je vous le dis. Mais vous savez comment ça se fait? Il y a nos compatriotes des Guinéens qui se permettent d'aller prendre leur propre passeport? Acte d'état civil. Ils les vendent à des étrangers, moyennant de l'argent. Et ceux-ci leur donnent l'argent. Après, eux, ils viennent en tant que Guinéens faire le passeport, mais ils mettent les photos des étrangers. Ils mettent leur empreinte digitale. Mais comment ça peut passer? Parce que ça, c'est devant l'argent. Ce n'est pas possible. Ce sont ces gens-là qui ont été arrêtés. Ce sont ces gens-là qui ont été arrêtés, qui sont en justice. Mais non. Qui vient avec une autre photo. Ah oui, pendant qu'il sait qu'on va le voir. Voilà une autre photo. Non, mais il y a une interview. Et la photo, il y a une interview. Non, c'est au moment. C'est-à-dire que vous mettez en doute le système de sécurité même de fabrication, de confection du passeport. Attendez. On va l'écouter. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre. Bon, attendez. Allez-y. Écoutez, quand ils viennent, dans leur tentative, on les met hors d'état de nuire. Ouais. Et quand on les met hors d'état de tous ceux qui sont en train de travailler sur cette affaire-là, ils ont été très balés. Si vous voulez, vous pouvez aller les filmer. Je vais vous dire. Vous pouvez aller les filmer. Je veux poser une question au ministre. Dans quelles conditions vous-même vous avez fait votre passeport? Pourquoi je pose la question? Observez très bien comment ça se passe. Vous arrivez, ce n'est pas avec une photo détachée que vous arrivez. C'est devant la caméra que vous vous asseyez. Et on vous prend en photo, c'est votre photo qui est utilisée. Comment est-ce qu'on peut venir avec une autre photo? Ça, je ne comprends pas le scénario. Maintenant, à l'aéroport, nous avons eu, grâce à la coopération suisse et aux États-Unis, nous avons un autre appareil qui nous permet de tester tous les passeports à leur sortie. Alors, dès que vous venez avec un passeport, ils ont les moyens de changer les photos. Ouais. C'est ça, je veux vous dire. Ils sont très forts. Comment ils le mais nous n'avons pas l'équipement. C'est fait au Nigeria et autres pour faire ces transactions. C'est même pas ici en Guinée. Le problème, c'est lorsque vous rendez certains citoyens responsables de cette situation que je ne comprends pas. Oui, parce que nous faisons des enquêtes. Si vous dites qu'un Guinéen peut venir faire le passeport d'un étranger avec sa photo... C'est pour vous dire qu'il y a avec sa photo, avec la photo de qui? Avec tout, avec ses propres dossiers, il vient, il le fait. Avec sa propre photo? Il tente. Quand il tente, nous nous rendons compte que c'est de usage de faux, nous l'arrêtons. Et ceux qui réussissent malgré tout. Ils ne réussissent pas.
Ils ne réussissent pas. C'est pour vous dire que nous avons arrêté plusieurs tentatives de fraude à ce niveau-là. Est-ce que tu comprends? Et ces gens-là sont au niveau de la police judiciaire, ils sont à la maison centrale. Justement. Ils sont là, il y a des femmes, il y a des hommes. Et tous, il y a même des gens qui ne travaillaient pas à la police. Ils sont nombreux? Oui, donc je ne peux pas vous donner leur nombre aujourd'hui. Peut-être que le directeur de la police de l'air et des frontières pourra vous donner. Alors peut-être que je me trompe, mais tout à l'heure quand vous parliez, j'ai cru comprendre que vous disiez que c'est possible, même à l'extérieur de la Guinée, de confectionner ces passeports. Non, de changer les photos. Mais l'empreinte digitale, tu ne peux pas changer. Et c'est avec ça que nous arrêtons tous ces faussaires. Les à grandes l'aéroport ici même. Et nous avons même l'e-gate. Aujourd'hui, c'est des portes électroniques qui contrôlent, mais ça fonctionne pas. Paris. Ouais, non, ça fonctionne pas. Voilà. Ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne. Nous venons de les installer. Non, c'est peut-être celui la semaine dernière de manipuler. Non, monsieur le ministre. Non, ça ne passe pas. Vous avez parlé tout à l'heure du numéro 118. S'il vous plaît, ça glisse, monsieur le ministre. Ça glisse. Alors, sur le cas, les passeports, il y a justement la diaspora. Je me rappelle, voilà, on était là d'Espace Expression. On a reçu un président d'association du côté d'Espagne. C'est vrai que vos équipes partent pour l'enrôlement. Mais apparemment, le mécanisme mis en place ne permet pas aujourd'hui aux Guinéens d'obtenir des passeports. Qu'est-ce qui se passe? Comment est organisé ce processus? Non, écoutez. Tout récemment, nous avons initié la création de postes fixes d'enrôlement dans certaines ambassades où il y a beaucoup de Guinéens. Le Conseil a donné son accord sur la création au départ de 5 postes dans 5 pays où il y a vraiment une diaspora guinéenne très importante. La communauté guinéenne est très importante. Et nous sommes en train de voir avec les équipementiers comment envoyer de nos hommes pour l'enrôlement des Guinéens dans ces ambassades avec des postes fixes, des gens qui vont être permanemment là-bas. Et ils nous envoient les informations par net. On imprime les passeports et on les renvoie là-bas. Parce que les passeports aussi, pour des raisons de sécurité, ne seront pas imprimés directement à l'étranger. Donc ça, c'est quels sont les pays visés? Bon, j'ai pas la liste ici, mais je sais qu'il y a forcément les le Sénégal. États-Unis, il y a le Sénégal, l'Angola pour l'Afrique australe. Centrale, ouais. Bon, il y a la Russie pour certains États de la CEI. Et la France, voilà, à peu près, quelque chose comme ça. Pays. Donc, pour un départ, on va le faire, on va l'expérimenter parce que l'envoi des missions chaque 6 mois ou chaque année, ça coûte excessivement cher. Et surtout parce que c'est des équipes ne viennent pas à temps. Parce que quand on les a écoutés, par exemple... Il y a un problème aussi, c'est que nos compatriotes, quand ils sont informés que l'équipe vient pour l'enrôlement, vous savez, les gens de la diaspora, Lamine pourra vous dire beaucoup de choses. Pour avoir le temps de se déplacer, venir dans la ville, ils ont toujours des arguments. Voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas le transport. Il y a des gens que voilà, tout ça. Une question sur les finalement, les gens restent là pendant longtemps et ils ne peuvent pas. Et il y a d'autres aussi, ceux qui veulent faire des écrasements, et la majeure partie, c'est les écrasements, vous-même vous le savez, c'est que ça ne marchera pas. Mais ceux qui seront dans les normes, eux, ils auront leur passeport en bonne et due forme, il n'y a aucun problème. Un mot sur les chiffres, en parlant toujours des passeports. Depuis que Iris est là, l'opérateur qui s'occupe de la confection des passeports, est-ce que vous avez une idée des statistiques de passeports déjà confectionnés depuis 3 ans, 4 ans de collaboration avec Iris? Et quelle est la part de revenus que la Guinée tire de ce processus, de cette collaboration? On a appris que sur les 500 000, en tout cas en local, le gouvernement, l'État guinéen, en percevait 150 000. Et sur les $200 ou 200 € environ à l'étranger, quelle est la part qui revient à la Guinée et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que l'État guinéen a engrangé, a tiré de ce processus, de cette collaboration avec Iris depuis 3 ans, 4 ans? Bon, sur le plan de l'encaissement et autres, il faut demander directement au ministère de l'économie et des finances qui gère la direction du Trésor. Ils pourront vous donner... Iris a déjà fabriqué combien de passeports depuis qu'il est là? Le directeur de la police de l'air et des frontières pourra vous dire ça. Monsieur le ministre, vous n'avez pas d'informations, monsieur le ministre. On parlait de 500 000 passeports.
Et on n'a même pas atteint le million de passeports. Déjà, je dirais à M. Keita de vous appeler et de vous donner le nom. Est-ce que vous êtes allé les 150 000, c'est confirmé par passeport pour l'État guinéen? 150 000 sur les 500 000. Le verre du nez, je vous dis que je ne vous devez quand même le savoir, monsieur le ministre. Sur 500 000, en termes de frais de confection d'un passeport pour un Guinéen, c'est pas le travail de quelle est la part qui revient à l'État guinéen? Vous devez être à même de nous le dire. Il y a une part importante qui revient quand même à l'État guinéen. Et elle est de combien? Ça, c'est en fonction de la convention. Elle est de combien? Parce que vous avez lu la convention. Pas la convention. Je ne vais pas m'hasarder à vous donner un chiffre. Je n'ai pas la convention. Mais c'est que je peux vous rassurer que le passeport, c'est pour nous. C'est pour la Guinée. Alors, voilà. Donc, on ne peut pas perdre dans ça. Depuis que vous avez pris fonction, est-ce que vous êtes allé à l'intérieur du pays? Ben oui, je suis toujours à l'intérieur. La prochaine fois, je viens avec vous. Il n'y a pas de problème. Dites-nous, c'est quoi justement les cartes d'identité, les passeports? Le calvaire est plus énorme à l'intérieur du pays. On parle de décentralisation pour certains services. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, les passeports ne se font pas à l'extérieur. Le passeport est un luxe. On vous parle de l'intérieur du pays. À l'intérieur, pardon. Et moi, sur les cartes d'identité, surtout. D'accord, je viens sur ça. Ok, ne vous pressez pas. Bon, les passeports, c'est un luxe. Ce n'est pas tout le monde qui prend le passeport. C'est pourquoi même le prix du passeport, on doit le multiplier par 5. Parce que vraiment... Ah, si. Eh bien, moi je suis pour ça. Il faut augmenter le prix du passeport. 1,5 million pour le passeport. Quand même. Il faut augmenter. Parce que 2 millions c'est celui qui prend le passeport, il va dans un consulat pour acheter le visa à combien de dollars. Et ensuite, dans d'autres pays, ça fait vraiment, c'est un luxe. Mais maintenant, pour la carte d'identité, ça, le prix, c'est 15 000. C'est ça le prix officiel. Et nous avons chaque fois dit aux citoyens, quand vous allez dans un commissariat... Pourquoi vous perdez souvent de papier? Pourquoi il y a rupture de papier souvent? Vous manquez toujours de papier. La rupture de papier, c'est des fois les timbres au niveau du trésor qui manquent. Mais on parle aussi de rupture dans certains commissariats. Les timbres. Et il y a aussi rupture de planchettes, parce que les planchettes ne se font pas en Guinée. Mais maintenant, nous sommes en train de migrer. Et d'ici la fin du mois d'octobre, on va lancer les cartes d'identité biométriques. On est déjà en train d'installer tout le dispositif avec un opérateur qui était sous contrat avec la Guinée depuis 2013 et qui était en train de mettre les installations en place. Monsieur Touré, les Allemands. Parce qu'on avait présenté le spécimen de cette carte d'identité biométrique ici. Le contrat avait été piétiné et tout ça. Bon, on apprend que donc... ils ont réactivé et ils vont bientôt livrer ça. Allez, les manifestations. Oui, allez-y, Tamba. Alors, les manifestations, c'est un autre sujet brûlant de l'actualité et aussi de votre conduite de ces départements de la sécurité. Monsieur le ministre, depuis un certain temps, il n'y a plus de manifestation à Conakry, en droit constitutionnel. Pourtant, qui est empêché, piétiné par la gouvernance actuelle. Mais au cœur de tout cela, la stratégie organisée autour si vous voulez, du maintien des manifestants dans leur zone spécifique. On a ces unités, ces PA qui sont installées au plus grand carrefour. Et dernièrement, pour venir donc au sujet de la question, dernièrement, vous avez affirmé lors de l'Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel, donc ce week-end, vous avez affirmé d'un ton particulièrement ferme que vous étiez prêt à mater ce que vous appelez, ce que l'on sait être des manifestants, là, ce qu'il appelle les fouteurs de troubles. Vous appelez des fouteurs de troubles. Monsieur le ministre, c'est cela votre rôle, mater des manifestants? Il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne fais pas d'amalgame, je parle de manifestation. Manifestants, non, attention. La manifestation, ce n'est pas le désordre. La manifestation politique est un droit constitutionnel. Oui. Et l'État a le droit de respecter tous les droits des citoyens. Donc le devoir. Et comme les citoyens aussi ont des devoirs vis-à-vis de la nation. Les manifestations obéissent à des règles strictes qu'il faut respecter. L'encadrement aussi.
L'encadrement des manifestants aussi. L'encadrement des manifestations revient aux organisateurs des manifestations. Je suis un leader politique. Ah oui? Ah oui. L'encadrement. Oui. Non, je pose une question. Non. L'État est où? La police, l'État, c'est pour veiller à ce que l'ordre public ne soit pas troublé. Oui, mais c'est... vous l'encadrez pas. Il s'agit de l'encadrement. L'encadrement, ce sont les hommes de sécurité, des organisateurs qui assurent l'encadrement de leurs troupes lors de manifestations. Monsieur le ministre, vous n'allez pas nous faire avaler ça. Et en cas de casse, je vous donne des exemples. Si vous avez je vous donne des exemples terre à terre. Oui, d'où on est allé s'inspirer de la pratique française, par exemple. Écoutez, on est en Guinée. Non, mais on s'est Moi, je inspiré vous parle de de cela. nos lois guinéennes. Est-ce que nos lois vous disent, monsieur le ministre, nos lois vous disent que quand il y a manifestation, l'État doit se croiser les bras et ne même pas y être? L'État veille. Mais c'est de cela qu'on parle. L'État veille, non. Et ce travail-là, nous le faisons. Il ne faut pas faire d'amalgame. Comment l'État fait ce travail? Il faut éviter d'avoir des raisonnements partisans. Le discours lui-même. Aucun partisan dans ce studio. Mon discours ne veut pas dire que si les partis politiques sortent, nous allons nous opposer à leur sortie. Non. Nous avons dit que nous sommes appelés, nous avons pour mission le maintien de l'ordre public. Et l'ordre public sera maintenu. Quelle était l'opportunité? Quelle était l'opportunité de cette sortie, monsieur le ministre? Quelle était l'opportunité de cette sortie? Et maintenir l'ordre public suppose que ceux qui veulent manifester, exprimer leur position face à une situation nationale, qu'ils puissent le faire dans le cadre d'un passage continu et inoffensif. Pourquoi au siège du RPG? Un passage continu. Pourquoi au siège du militant du RPG. Je suis un militant du RPG. Vous êtes ministre. Écoutez, vous êtes ministre et vous parliez de l'ordre public. Pourquoi au siège du RPG? Je suis citoyen, j'ai la liberté d'expression. Non, mais vous auriez pu rester à votre département de communication. Ailleurs. Je suis un militant. Je suis un leader politique. Et quand je vais à mon siège, je parle à mon siège en tant que militant du parti. Et je parle à mes militants. Maintenant, lorsque je suis à Espace, vous m'invitez en tant que ministre de la Sécurité, je parle État. Donc vous dites vous ôtez la tunique des ministres. C'est clair. Je me mets en jaune. Donc tout ce que vous dites là-bas n'engage pas les personne ne va me m'ôter ce droit-là. Bien. Voilà. Le ministre. Maintenant, celui qui veut sortir, vraiment c'est bon de sortir. Exprimer ce que tu veux. Notre démocratie, c'est cela. Mais il ne faut pas empêcher les autres de faire ce qu'ils doivent faire dans le respect des libertés des autres. Mais celui qui casse les biens de l'État, celui qui agresse les autres citoyens, qui casse les boutiques, qui fait des actes répréhensibles contraires à la loi, alors là, la loi sera appliquée. Je pose la question en tant que membre du gouvernement. Le gouvernement avait annoncé l'extension de l'installation, de la mesure d'installation des PA au-delà de la zone de Bambeto-Koza, donc de l'axe. Où en êtes-vous dans cette intention? Pourquoi cela n'est toujours pas matérialisé sur le terrain? Pourquoi il n'y a pas de PA à Matoto, il n'y a pas de PA à Kaloum, il n'y a pas de PA ailleurs, sauf sur l'axe, donc qui est une zone considérée comme un fief de l'UFDG de l'opposition? Nous, on n'a pas installé le PA comme étant dans une zone appartenant à un État. L'État guinéen est unitaire. Bien. Mais quand une zone est réputée criminogène, pendant que tout le monde criait sur tous les toits, les populations même se sentaient menacées, les investisseurs menacés. Aujourd'hui, allez demander les habitants de ce taxe. Les maisons ont commencé à être occupées. Les bâtiments étaient abandonnés. Les gens revendaient leurs maisons. Les activités économiques sur ce taxe-là ne marchaient pas. Les marchés sur ce taxe-là étaient transformés en nids de voyous, de délinquance, de débauche. Mais aujourd'hui, ça reprend. Ma dernière question. Les gens sont satisfaits. Donc, ce n'est pas moi qui ai une autre appréciation de la présence des PA dans ce taxe-là. Et partout en Guinée, où il y aura des troubles, où il y aura de l'insécurité, la criminalité, nous allons prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il faut installer
des PA, nous installerons des PA. Il ne faut pas oublier que ces PA-là ont été prises en tant qu'exception face à une situation exceptionnelle. Et tant que nous ne serons pas sûrs, après évaluation de la situation sécuritaire, qu'il faut replier, les PA seront là à la satisfaction des populations. Nous ne faisons pas la guerre à un parti politique, nous ne faisons pas la guerre à des opposants, c'est des Guinéens, ils ont des droits, mais nous voulons que les institutions, les lois de la République soient observées pour l'intérêt de tout le monde. Quand on écoute plus qu'un ministre, c'est difficile de comprendre qui fait la lutte. Oui, mais même vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas purement, vous êtes aussi partisan. On sait, dans les ce discours. sont des accusations. Non, je ne vous accuse pas, je sais. Elle est de quel parti? Je suis de quel parti? Je suis de quel parti? Toi, tu es de l'opposition. Tu es du parti de Sidia. Allez, GG. Allez, on passe à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, Mesdames et messieurs, avec le ministre Alpha Ibrahim Akera dans ce studio, évidemment, ben ouais. Tantôt on me dit que je suis de l'UFDG, tantôt on dit que je suis de l'UFR, finalement je comprends plus, tantôt tu jeune. Allez, on va essayer de partir avec cette question. Oui ou non? Monsieur le ministre, vous avez droit à une seule réponse, hein, voilà. Oui ou non, Tamba? Alors, monsieur le ministre, 103 victimes de manifestations à l'intérieur de la capitale, de côté opposition, oui ou non, s'il y a prochainement des manifestations, il n'y aura plus un seul mort. Vous y engagez? C'est pourquoi, c'est notre mission. Oui ou non, il n'y en aura plus. Non, il n'y aura plus de morts, s'il plaît à Dieu. Voilà, allez-y. Oui ou non, vous êtes surpris par la recrudescence de l'insécurité? Bon, oui ou non? Oui. Allez-y, Mafoudia. Oui ou non, on a une administration plus politique qu'administrative? Non. Oui ou non, c'est un constat d'échec sur le cas du phénomène des coupeurs de route? Non. Oui ou non, le fait que l'ancrage institutionnel des BAC se trouve à la police, oui ou non, ça fait que cette unité ne fonctionne pas, n'a pas d'équipement, n'a pas les moyens conséquents. Ça fonctionne bien. Mais non, monsieur le ministre. Oui ou non, sans plus de moyens financiers, et logistiques, vous ne pourrez rien contre le phénomène criminel en Guinée. On a la détermination, le patriotisme qui nous amène à travailler avec nos maigres moyens. Et grâce à Dieu, ça ira. Voilà. Oui ou non, il arrive à Koléa qu'il n'y ait pas de carburant dans le groupe lorsque le courant n'est pas disponible. La fourniture de courant par EDG n'est pas régulière. On donne le carburant sauf s'il y a vol. Oui ou non, le courant. Voilà, alors, ça veut dire qu'il y a vol de carburant. Le Guinéen aime voler. Il y a toujours des brebis galeuses. Il y a vol de carburant à Koléa. Ah oui, mais partout. Même chez vous ici. Le gardien peut voler. On n'est pas sur une autre planète quand même. Mais si vous êtes sur une autre planète. Même nos chauffeurs, ils volent le carburant. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé chez les grandes gueules. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à vous tous à l'international. Demain, vous allez retrouver Abaka Diallo pour d'autres numéros. Prenez soin de vous. Merci à toute l'équipe technique, à Cabinet Condé, côté télé. Amadou Sow était là et Mansari, évidemment. Kémo Mansari. Prenez soin de vous. Allez, on se retrouve ce soir du côté de Kindia, au stade.